Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ensemble les étapes 7, 8 et 9 du Tour de France, la dernière trilogie avant la journée de repos demain. Et on a beaucoup de choses à se raconter, ça a été une trilogie importante, avec des événements forts, d'abord sur le chrono, cette étape 7 qui allait de Nuit-Saint-Georges à Gevrey-Chambertin. Et on a vu nos 4 favoris, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar, se mettre une peignée sur ce chrono. Il y avait clairement les 4 monstres et les autres. Tout d'abord, le vainqueur de l'étape, Remco Evenepoel. Écoutez, il a fait un chrono impressionnant. C'était mon favori, effectivement, il n'a pas déçu, il a été très rapide. Sur les 25 km 300 qui étaient proposés sur ce chrono, il est parti très fort, je crois qu'il est en tête de tous les inters. Il va seulement perdre un petit peu de temps dans la descente sur Roglic et Pogačar, mais sur les parties planes entre le départ et le premier inter et entre le troisième inter et l'arrivée, c'est lui qui est le plus rapide, on le sait. Le Belge a des lombaires du feu de Dieu, une position aérodynamique qui n'a aucun égal dans le peloton professionnel. Je vous montre une petite photo ici. La position de Remco Evenepoel est un délice. C'est la technicité, la perfection. Je crois qu'on a rarement vu des coureurs dans l'histoire du cyclisme être aussi beau, propre, efficace sur un vélo de chrono. Voilà le seul petit accro d'Evenepoel enfin les deux petits accros plus exactement d'Evenepoel sur ce chrono. Évidemment, c'est la descente, les parties techniques. Il a perdu du temps et dans les virages et dans la partie descendante. Et également, il a un petit peu perdu de temps dans la dernière portion lorsque le Belge a pensé avoir une crevaison à la roue arrière. Heureusement, il n'en est rien. Il remporte cette étape avec 11-12 secondes d'avance sur Pogačar. Pogačar qui est à l'heure au rendez-vous, il nous a fait un chrono fantastique. Vraiment, Pogačar, on l'attendait à ce niveau-là, bien sûr, mais je ne savais pas en tout cas pour ma part s'il allait gagner ou perdre du temps sur Vingegaard. Je voyais ces deux coureurs faire à peu près le même temps à 5-10 secondes près. Et au final, Pogačar a été beaucoup mieux que ça. Il ne perd que 12 secondes sur Evenepoel sur ce chrono. Moins rapide qu'Evenepoel en revanche sur les parties plates, c'était attendu. Par contre aussi moins rapide dans la bosse. C'est Evenepoel qui fait le meilleur temps sur l'ascension de ce chrono. Pogačar qui va reprendre du temps à Evenepoel effectivement dans les virages et dans la descente. Pogačar qui est très efficace, qui vire très bien avec son vélo de chrono, c'est très beau à voir. Et qui limite les dégâts, ne perd que 12 secondes sur cette étape sur Evenepoel. C'est la très bonne nouvelle. Je pensais voir une inversion des forces entre Vingegaard et Pogačar. Clairement, elle n'aura pas lieu sur cette première semaine de course. Pogačar, certes moins fort qu'Evenepoel, mais bien plus fort que Vingegaard sur ce chrono. Vingegaard, parlons-en, quatrième de cette étape. 37 secondes de perdu sur Remco, 25 secondes de perdu sur Pogačar. Ça commence à faire beaucoup sur un chrono de 25 km, 1 seconde au kilomètre de perdu. Vingegaard était parti très fort, les deux premiers inters jusqu'au sommet de la bosse sont exceptionnels. Vingegaard va commencer à perdre du temps dans la descente et là c'est intéressant, c'est surprenant puisque Vingegaard va perdre du temps sur Evenepoel dans cette descente. Là je vous avoue que c'est quelqu'un qui repère très bien le parcours, qui du coup sait comment prendre les virages, qui est très technique, qui descend bien. Et bien là, il perd du temps sur la troisième partie descendante, alors qu'il aurait dû en gagner sur Evenepoel, et voire même sur Pogačar, et surtout dans la dernière portion, il perd du temps sur ses trois autres rivaux directs, Roglic, Evenepoel et Pogačar. Vingegaard le moins bien des 4 sur cette étape, qui a manqué de jambes un peu sur le final, mais on le sait, je vous en parle depuis le début de ce Tour de France. Petit manque de conditions, petit manque de puissance sur le plat, et ça s'est vu dans ce dernier inter. La très bonne surprise du jour, pour les 4, c'est quand même au crédit de Primoz Roglic, qui ne perd que 34 secondes sur Evenepoel, et qui gagne même du temps sur Vingegaard. Le Slovène était en retard sur les deux premiers inters par rapport à Vingegaard, et bien il fait une excellente descente et finit beaucoup mieux que le Danois. Troisième de l'étape à 34 secondes, il se repositionne au général également, quatrième. Pas très loin derrière Vingegaard, c'était un très beau chrono de la part de Primoz Roglic, très rassurant après son étape du Galibier, où des 4, il était clairement le leader le plus en difficulté sur la fin d'ascension. Écoutez, Primoz tient la route, s'en sort, s'en est encore sorti aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. C'est une très bonne performance de Primoz sur ce chrono. Voilà, pour les 4, vous savez, Evenepoel le plus fort, ça a été assez clair, je crois, seulement en difficulté, virage, descente. Pogačar fait un chrono comme on a l'habitude de le voir, peut-être même un peu plus. Roglic fait une très bonne dernière partie, il a très bien géré son chrono, et Vingegaard était un petit peu décevant dans la descente et sur le dernier inter, sur ce plat. Mais voilà, ça a été un chrono, il y a vraiment eu eux et les autres. Et en parlant des autres, 3 coureurs dont j'ai envie de vous parler, de leurs performances sur ce chrono, qui sont des performances excellentes à leur niveau, à leur échelle.
Bien sûr, les 5e et 6e de l'étape, Victor Campenaerts et Kevin Vauquelin. 52 secondes tous les deux à l'arrivée sur Remco Evenepoel, mais en revanche, on a vu de très belles choses d'abord de la part de Vauquelin, hein, qui exprime tout son plein potentiel sur cette première semaine du Tour, une victoire d'étape à Bologne. Et sur le chrono de vendredi, une 6e place dans le même temps que Campenaerts. Je pense que Kevin a marqué beaucoup de points dans la sélection pour le chrono des JO. On verra quels seront les choix de Thomas Voeckler demain, le sélectionneur de l'équipe de France. On avait une petite lutte entre Bruno Armira et Kevin Vauquelin. J'ai quand même l'impression que Kevin Vauquelin a pris l'ascendance sur son aîné. Et puis Campenaerts, on s'approche doucement de la fin de carrière. On n'avait plus l'habitude de le voir à ce niveau-là dans les chronos. Et vendredi, il a fait un chrono absolument fantastique. Donc je voulais avoir un petit mot pour le Belge qui est resté longtemps sur le hot seat, meilleur temps intermédiaire pendant une bonne partie de la journée avant le départ des 4 monstres à la fin. Mais bravo Victor pour ce chrono et pour l'ensemble de ta carrière. Je ne sais pas si on te reverra sur les routes du Tour de France, mais merci pour tout. Et enfin un dernier mot pour le 10e de cette étape, Stefan Kung, qui perd 1 minute sur Remco Evenepoel. Mais alors lui, c'est vraiment le malchanceux de la journée. Il y a eu un problème de chaîne qui l'a complètement déconcentré sur la fin du parcours. Stefan Kung, à l'image de l'an dernier sur le championnat d'Europe du chrono, hein, qui vit quelques déboires ces derniers mois dans les chronos, mais j'aimerais rassurer le Suisse, hein, vu ce qu'il a montré aujourd'hui. Problème de chaîne, il doit perdre 10-15 secondes. Mentalement, il est plus dedans après, il va reperdre encore 15-16 secondes. Je crois qu'il y avait la place pour se rapprocher du chrono de Vingegaard. Hein. Il aurait peut-être dû finir 5e de l'étape, devant Campenaerts et Vauquelin, peut-être derrière les 4 monstres, mais voilà, Stefan Kung qui doit garder la confiance parce que ce qu'il a fait là, avec ce qui s'est passé, je pense qu'on tient là un des bons favoris au JO pour le chrono. Voilà, c'est tout pour cette étape 7, ce chrono, entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chamberlain. Petit point pour le classement général, à ce moment-là, Pogačar, maillot jaune, Evenepoel s'est rapproché à 33 secondes, 3e du général Vingegaard à 1,15 déjà de Pogačar à la fin de cette première semaine. Roglic, 4e, 1,36, qui se défend comme il peut, et il le fait, ma foi, brillamment, hein, parce qu'il a été en difficulté, et dans le Galibier, et sur l'étape du jour, on le verra tout à l'heure. Étape 8, Semur en Auxois, Colombey-les-Deux-Églises. Une étape qui a été marquée par le mauvais temps, notamment. Il n'y a pas eu trop de tentatives pour aller dans l'échappée. Une tentative foireuse de la part d'IF qui enverra 2 coureurs à l'avant avant de les relever. Je n'ai toujours pas compris aujourd'hui. Je ne saurais pas vous expliquer la stratégie d'IF qui nous fait de drôles de choses sur cette première semaine du Tour de France. Jordan Gega qui a essayé de rattraper Abrahamsen devant. Voilà, Abrahamsen qui sera le seul échappé de la journée. Le Norvégien qui nous fait un début de Tour de France fantastique. Je voulais avoir un mot pour ce coureur de 28 ans, je crois. Qui s'était déjà un petit peu révélé sur les routes du Tour de France l'an dernier, présent dans une échappée qui s'est joué la victoire avec Kasper Asgreen notamment, qui avait remporté l'étape. Abrahamsen avait fait 3e ce jour-là. Écoutez, cette première semaine du Tour de France, c'est l'attaquant absolu, le bonhomme des échappées de cette première semaine du Tour de France. Bravo à lui. Échappé de près de 170 km sur cette étape qui en comportait un peu plus de 180 km. Le Norvégien sera repris à 14 km de la ligne. Et on va avoir un sprint classique en fin d'étape. Alors je dis classique, attention, ce sprint a été très dur, un dernier kilomètre en faux plat montant. Peut-être même plus qu'un faux plat montant, hein, parce qu'on le voyait à la caméra quand même, on voyait la pente. Un sprint que j'imaginais effectivement plus facile que ça. Mon favori, c'était Arnaud Delis, et je pense qu'il était bien le plus fort sur ce sprint. Malheureusement, il s'est retrouvé enfermé, comme on va le voir juste après. Mais tout d'abord, je vous montre ce petit écran, l'approche du dernier kilomètre. On voit l'équipe Decathlon très bien placée, et surtout Pogačar très bien placé. Je me suis posé la question à temps, est-ce que Pogačar va jouer la victoire d'étape? C'est quand même, vu la difficulté sur les kilomètres, ça aurait très bien pu lui convenir. Voilà, le Slovène s'est gardé de faire un effort superflu, peut-être de prendre des risques inutiles aussi. Hein. Est-ce qu'il aurait été en condition pour battre Biniam Girmay, Philipsen et Delis? Je ne pense pas, mais top 10, top 5, très certainement. Voilà, le Slovène a ralenti dans le dernier kilomètre, mais son placement était intéressant. Je me suis posé la question quand même, va-t-il jouer l'étape? Eh bien non. Dans le dernier kilomètre, on a vu l'équipe Intermarché Wanty Gobert du maillot vert, Biniam Girmay, emmener très bien 3 coureurs très bien placés. Je vous montre cette petite photo, elle parle d'elle-même, Intermarché, qui n'est pas l'équipe la plus connue au départ de ce Tour de France, mais qui fait des efforts fantastiques pour leur leader Biniam Girmay, qui le rend très bien. Écoutez, hein, on va voir Intermarché qui va finir par s'écrouler, Cofidis se mettre en tête. D'abord Alexis Renard, puis Axel Zinglet pour lancer Bryan Coquard. Bryan Coquard qui va lancer de beaucoup trop loin, c'est un final très difficile. Axel Zinglet qui doit s'écarter aux 250 mètres. Bryan Coquard qui lance à ce moment-là. Écoutez, il est en tête du peloton. Est-ce que c'était le bon move à faire?
La suite a prouvé que non, mais en même temps, après le boulot des Cofidis, il fallait plus que serrer les dents et rejoindre la ligne d'arrivée le plus vite possible. Je crois que Brian ne va pas faire top 20 et en revanche, il va se muer à la perfection en poisson pilote de Biniam Girmay, qui va répondre à l'attaque de Philipsen dans les 150 derniers mètres. On va avoir un duel, Biniam Girmay d'un côté, Jasper Philipsen de l'autre, et Arnaud Delis coincé entre les deux. Arnaud qui s'est pas bien placé, je pense, hein. Il y avait peut-être une ouverture à aller chercher ou à droite de Philipsen ou à gauche de Biniam Girmay, mais il va rester là entre les deux vélos, il ne va jamais trouver l'ouverture. Et dans ce duel Philipsen-Biniam Girmay, c'est Girmay qui va venir l'emporter. Philipsen, 3e place de 2, si on nommait son déclassement sur l'étape de jeudi. Philipsen ne trouve pas l'ouverture, à l'inverse de Biniam Girmay. 2e victoire d'étape en 9 jours de course. Écoutez, Biniam, fantastique, qui prend une option pour le maillot vert, le classement par points, le classement du meilleur sprinter, Biniam Girmay, qui s'avance avec le statut de favori. Là, pour les 2 semaines à venir, il y aura certes des points à aller chercher, mais Biniam est très bien en place et a déjà beaucoup d'avance au classement. Biniam Girmay, vainqueur d'étape, Jasper Philipsen, 2e encore une fois, et Arnaud Delis, 3e, qui n'aura pas su trouver l'ouverture sur cette étape. Delis, à l'image de Philipsen, qui tourne autour, mais les 2 coureurs, et Philipsen et Delis, doivent rester concentrés. Ils ont vraiment la place pour en claquer une. Philipsen est pour moi le plus rapide, mais il ne trouve jamais le bon créneau pour lancer son sprint. Et Delis manque un petit peu d'expérience et de confiance en lui, je trouve, parce qu'il a une force de dingue. Et encore une fois, je trouve que c'était le plus fort sur l'étape de samedi. Mais voilà, c'est pas toujours le plus fort qui l'emporte, on l'a vu sur cette étape. Pas de changement au classement général, je vous l'ai dit, la seule action de la journée a été l'échappée d'Abrahamsen. Et bien écoutez, on peut donc passer au grand débrief de cette 9e étape. Étape 9 de 3 à 3, 199 km, une petite boucle pour revenir à 3, 14 chemins blancs. Une étape très difficile, très usante, qui a marqué beaucoup de coureurs. On l'a vu, extrêmement de monde qui a essayé d'aller dans l'échappée. On a vu un peloton très nerveux, beaucoup d'efforts de la part de différents coureurs. Je vous le montre avec ce petit screen ici. On voit que ça a été tendu à certains moments. L'échappée ne s'est toujours pas dessinée après 40 km de course. Et c'est finalement un groupe d'un peu plus d'une dizaine de coureurs qui va réussir à s'échapper, des contre-attaquants partant à contre-temps. Arnaud Delis, encore une fois, qui a un petit peu couru à l'envers aujourd'hui. Romain Bardet, qui s'est loupé. Ils ont loupé le bon coche. Voilà, une fois l'échappée partie, on a vu ce que l'on peut voir sur ce genre d'étape généralement. Lorsqu'il y a des secteurs dangereux comme le sont les chemins blancs, les équipes des leaders se précipitaient, roulaient extrêmement fort à l'avant du peloton pour placer Tadej Pogačar pour UAE et Jonas Vingegaard pour Visma en tête dans les chemins blancs, afin d'éviter de perdre tout temps, de se retrouver coincé derrière. Une petite photo ici, le premier point chaud de cette étape pour les favoris, la côte de Barroville, 2,8 km, un peu moins de 5% de moyenne. Alors la côte en soi n'est pas si difficile que ça, mais en revanche la passer sur des chemins blancs, ça a été très compliqué pour bon nombre des coureurs du peloton. Et on va le voir, Visma va faire une petite accélération dans cette côte de Barroville. On va retrouver une vingtaine de coureurs à l'avant. Ça se passe à 130 km de l'arrivée. Roglic se trouve déjà en difficulté alors que ses 3 rivaux directs, Vingegaard, Pogačar et Evenepoel, parviennent à rester devant. Visma qui met une petite première accélération pour tester ses adversaires. Roglic est piégé et va devoir faire rouler ses coéquipiers. Et c'est une chasse qui va prendre à peu près une quinzaine de kilomètres jusqu'au sprint intermédiaire, où Roglic va harakiri certains de ses coéquipiers pour pouvoir rentrer sur le groupe des favoris. Roglic va pouvoir faire la jonction au sprint intermédiaire. Première alerte pour le Slovène qui aura souffert toute la journée, heureusement sans conséquence. Mais voilà, Roglic avait prévenu, il n'aimait pas cette étape et on l'a vu. Autre point chaud de cette course dans le groupe des favoris, alors qu'une dizaine de coureurs évoluent à l'avant, problème mécanique ou crevaison pour Vingegaard, je ne sais pas, mais en tout cas, Tratnik a dû lui passer son vélo, son coéquipier. Vingegaard qui va finir l'étape, les 100 derniers kilomètres, en n'étant pas sur son vélo, mais sur celui de son coéquipier, Jan Tratnik. Je pense que ça a joué, vous allez le voir, sur la suite de l'étape, une étape très nerveuse qui a été notamment animée par déjà une première petite accélération de Pogačar dans une descente suivie par Evenepoel. De Visma très vigilant, vous le voyez ici, Christophe Laporte et Jorgenson en protection de Vingegaard coincé derrière. Le Danois n'est pas sur son vélo, n'est pas très à l'aise et va prendre une petite cassure ici. Première alerte, qui sera suivie du pétard de la journée. Cette attaque à 77 km 500 de l'arrivée de Remco Evenepoel qui met un bouchon. Je vous avoue que ça a été pour moi la surprise de la journée. Attaquer aussi loin de la part d'un favori qu'il s'agisse de Pogačar ou d'Evenepoel.
qui sont certainement les deux coureurs du classement général les plus à l'aise dans les classiques, eh bien Evenepoel et toute l'agressivité qui le caractérise, on la retrouve ici, ce pétard dans la bosse, dans la partie difficile, qui sera suivi d'un contre de Pogačar. C'est la panique pour Vingegaard qui réagit très bien. Je rappelle, le Danois n'est pas sur son vélo et Vingegaard va pouvoir rentrer dans un premier temps sur Pogačar et les deux hommes vont faire la jonction avec Remco Evenepoel et les trois monstres de ce début de Tour de France, Juraj Roglič un petit peu de côté, et bien qui vont condamner l'échappée une première fois, qui vont revenir à 3 sur l'échappée. Remco Evenepoel et Pogačar étaient prêts, j'ai l'impression, à faire 80 km en tête. Ils se sont relayés. Vingegaard, en revanche, a secoué la tête. Ce sera non pour le Danois, qui ne souhaite pas faire des efforts superflus. C'est vrai que pour le spectacle, c'est dommage. On aurait aimé voir les trois têtes d'affiche faire 80 km comme ça en tête de course. Ça aurait été dingue. Hein. On a l'impression de voir un cyclisme d'un autre siècle. Mais Vingegaard, c'est quelqu'un qui est très froid, qui calcule beaucoup. Il se savait peut-être inférieur à ces deux coureurs et n'a pas souhaité relayer. Evenepoel était excédé, Pogačar, je pense qu'il l'est aussi. Hein. Déjà, Vingegaard avait très peu collaboré du côté de Bologne. Attention à la Visma et surtout attention à Vingegaard de ne pas se mettre à dos en même temps et Remco et Tadej. C'est un risque, mais écoutez, le Danois a été très prudent aujourd'hui et s'en est bien sorti. Du coup, coup d'épée dans l'eau de la part de Remco Evenepoel. Ils vont d'abord rentrer sur l'échappée, puis se relever, puis l'échappée va reprendre du champ à nouveau. Ça, c'était à 75 km de l'arrivée, et puis après, le peloton va se calmer. L'échappée va reprendre 2 minutes d'avance. Vous pouvez le voir ici, un peloton calme qui fait rideau en tête. Et ça va défiler comme ça, de 75 km jusqu'à 40 km de l'arrivée à peu près, avant qu'un groupe de contre qui s'échappe du groupe maillot jaune va tenter de rentrer sur l'échappée, un groupe composé notamment de Mathieu Van Der Poel, Jakob Fuglsang, Bijan Girmay, le maillot vert très bien sur cette étape, Rasmus Stiller, Rui Costa, David Gaudu, et je dois en oublier un. David Gaudu, c'est la bonne surprise quand même de le voir devant sur ce type d'étape. Lui qui avait déjà montré des signes positifs dans le Galibier sur la 4e étape, le voir dans ce groupe de contre avec Van Der Poel, avec Girmay, c'était très bien. Et ce groupe de contre qui va très vite prendre de l'avance sur le groupe maillot jaune, mais qui va plafonner à 1 minute de l'échappée, qui ne rentrera jamais. Je pense alors, pour ma part, que l'étape va se terminer ainsi doucement, qu'on va aller voir l'échappée se disputer la victoire à 3. Le groupe de contre va rester à 1 minute et ne jamais rentrer, et surtout le groupe maillot jaune rester tranquille derrière à 2 minutes, un groupe maillot jaune qui était très bien contrôlé par l'équipe Visma de Vingegaard, équipe Visma qui a été aux petits soins de Jonas tout au long de la journée. Hein. Je rappelle, le Danois n'était pas sur son vélo et ils ont protégé Vingegaard, ils ont été en défense aujourd'hui. C'est dommage parce que je pense quand même que l'effectif Visma avait les moyens d'attaquer Pogačar et Evenepoel. C'était clairement, et c'était attendu, l'équipe la plus forte sur ce type de parcours. Visma est en retrait par rapport à UAE dans la montagne, mais sur ce type de chemin blanc, quand tu as des bonhommes comme Jorgenson, Laporte, Van Aert, c'est beaucoup mieux armé que UAE. Alors c'est vrai que si collectivement ils étaient plus forts qu'UAE, j'ai tendance à penser que sur ce type de parcours, et Tadej Pogačar bien sûr, et peut-être aussi Remco Evenepoel sont individuellement plus forts que Jonas Vingegaard. Et pourtant, la lumière va venir encore une fois du maillot jaune de Tadej Pogačar qui est intenable sur ce début de Tour de France. À 21 km de l'arrivée, on va entamer les 4 derniers secteurs de la journée, les 4 derniers chemins blancs de la journée. Pogačar qui va mener une mine des enfers. Il va partir tout seul et on va voir derrière Visma être aux petits soins, je vous le disais, pour Vingegaard qui va un petit peu craquer et perdre du terrain. C'est Laporte et Jorgenson qui vont dans un premier temps réussir à suivre Tadej Pogačar et voyant que Vingegaard a pris un petit éclat, Laporte va se relever et ramener un petit peu Vingegaard. Laporte va être trop court pour faire entrer son leader Jonas Vingegaard sur Pogačar et c'est alors Jorgenson qui va se décrocher à son tour pour ramener Vingegaard. Le travail d'équipe chez Visma a parfaitement fonctionné pour contrôler Pogačar qui était intenable aujourd'hui. Vraiment une condition du Slovène à la fin de cette première semaine qui est exceptionnelle, lui qui enchaîne avec Tour d'Italie. Et ben Vingegaard, je pense qu'il a tremblé dans cette étape, mais il a pu faire confiance à des équipiers incroyables. Alors certes, Wout van Aert a été en difficulté. Aujourd'hui, c'était inattendu, mais en même temps, le Belge est en mauvaise condition en ce début de Tour de France. Il est là pour chercher la condition, justement. Jonas a pu compter sur Christophe Laporte et Jorgenson qui ont été incroyables. Surtout Christophe Laporte. J'ai trouvé qu'il avait fait des efforts dingues toute la journée. Et Jorgenson a bien tenu son rang, lui qui marche très bien sur les Flandriennes.
Voilà, merci aux équipiers parce que Jonas Vingegaard avait beaucoup à perdre sur Pogačar, sur cette étape, mais clairement le collectif Visma était au rendez-vous aujourd'hui. On aura vu un beau bras de fer de 20 à 15 km de l'attaque de Pogačar et tout ça. Surpris quand même lorsque Jorgensen va faire rentrer Jonas sur Tadej Pogačar, surpris de voir Jorgensen ne pas relayer Pogačar pour éliminer Evenepoel et Roglic qui étaient un petit peu derrière. Ça joue les frileux chez Visma, j'ai l'impression qu'on court uniquement contre Pogačar et qu'on ne pense ni à Evenepoel ni à Roglic. Ça serait bien que Visma arrête en permanence de suivre Pogačar et pense à un moment aussi à éliminer Roglic et Evenepoel. Je rappelle que Evenepoel est mieux placé que Vingegaard au classement général et qu'il faudrait respecter Evenepoel. Il ne faut pas forcément s'attendre à ce que le Belge perde du temps en haute montagne. On l'a vu, il était très fort au galibier. Alors certes, il n'est pas du niveau de Vingegaard, mais je vous avoue que j'ai été un peu frustré de voir Visma contrôler Pogačar, parce que c'est de ça dont il s'agissait. Il fallait juste suivre Pogačar. Vingegaard ne prend jamais de relais à Pogačar, et bien Jorgensen non plus. Ça m'a un petit peu déçu, mais que voulez-vous? Chacun défend ses intérêts, et on ne peut pas dire que Visma a mal couru aujourd'hui. Au contraire, ils ont très bien contrôlé la course, et Vingegaard n'a pas perdu de temps sur Pogačar. Vingegaard est déjà à 1 minute 15 de Pogačar au général, c'est pas la peine de reprendre un éclat d'1 minute. Mais voilà, il y avait peut-être la place de prendre du temps à Evenepoel. Clairement, Visma ne s'occupe pas d'Evenepoel et calque sa course sur Pogačar, comme les 2 dernières années, quoi. C'est dommage, mais c'est le jeu. Voilà, je pense que après cette attaque de Pogačar et tout ce petit monde qui se regroupe, eh bien, c'est rideau pour les favoris du général et c'est devant que ça va se passer. L'étape qui va se jouer dans le groupe de devant, on va voir plusieurs attaques qui vont désorganiser un petit peu ce groupe d'échappés. Et puis au final, après un gros bouchon de Derek G, Tom Pidcock et Alex Aramburu, le champion d'Espagne de la Movistar, eh bien c'est Jasper Stuyven qui va porter la lumière à 11 km 300. Avec une belle attaque, Jasper Stuyven semble être le coureur le plus fort de cette échappée. Je le pense toujours ce soir, je pense que Jasper était le plus fort, effectivement. Mais bon, malheureusement pour lui, malgré son attaque puissante et malgré la force qu'il a dégagée dans ses derniers kilomètres en direction de Troyes, eh bien, le vent de face a eu raison de lui. Le vent de face, mais aussi le comportement des mecs qui étaient en compte, les 7 autres coureurs. On a vu notamment Derek G, Alexei Lutsenko être très actif pour entrer sur Jasper Stuyven. Ça va être trop long pour Jasper Stuyven qui va se faire manger dans le dernier kilomètre, à 800 ou 700 mètres de l'arrivée. Je trouve ça très dommage pour le Belge qui était déjà passé très près d'une victoire d'étape sur le Tour de France 2016. Là encore, je pense que le Belge va nourrir un petit peu de regret, mais en même temps, il a couru très juste. Il ne pouvait pas faire mieux que ça. Il a été condamné, je le répète encore, par les efforts de Lutsenko, de Derek G, de Ben Illy aussi, qui ont beaucoup travaillé pour entrer sur lui dans ce final. Eh bien, écoutez, il y a une justice quelque part parce qu'aucun de ces coureurs qui ont fait la chasse à Jasper Stuyven ne vont pouvoir l'emporter. C'est un sprint complètement décousu qu'on a vu à la fin. Les coureurs étaient détruits physiquement et mentalement. Ça s'est joué vraiment dans ces 500 derniers mètres au couteau. Ben Illy qui va essayer d'anticiper les débats après être rentré sur Jasper Stuyven. L'Irlandais le sait très bien, il a une très mauvaise pointe de vitesse. Il a essayé d'anticiper. Au final, ça va être un combat de chiffonnier sur la fin et ça va être 3 coureurs qui vont se détacher pour cette étape. Anthony Turgis, Derek G et Tom Pidcock. Et à ce jeu-là, Anthony Turgis qui a très bien couru, qui a pu profiter du travail des autres pour revenir sur Jasper Stuyven et puis qui va venir l'emporter à 3. C'est une victoire inattendue, très surprenante. Anthony Turgis qui était en difficulté dans les 25 derniers kilomètres, un petit peu en même temps que Tom Pidcock. Écoutez, les deux font 1 et 2 à l'arrivée. Et Turgis a joué sur du velours, a su exprimer sa pointe de vitesse à la fin. Je suis aux anges pour la famille Turgis. Et pour lui et pour Total, qui court après cette victoire depuis la victoire de Calmejane, de Lilian, en 2017, voilà, 7 ans après. Une victoire revient dans l'escarcelle de Total et c'est complètement mérité. Tom Pidcock vient faire 2. Je pense que Tom a souffert des efforts qu'il a consentis en début de course pour rentrer sur cette échappée, lui qui est parti à contre-temps avec Ben Illy. Ils ont mis beaucoup trop de temps à rentrer et je pense que ça a manqué de jus à Tom Pidcock dans ses 200 derniers mètres pour venir s'imposer. Derek G, 3e de l'étape, il tourne autour à chaque fois, toujours très bien placé. Mais voilà, écoutez, le tableau final, c'est que Anthony l'emporte. Je suis très heureux pour lui. Voilà, 3e victoire française en 9 jours de course, c'est magnifique, c'est super pour Total aussi. Pour conclure sur cette étape et cette vidéo, Anthony Turgis l'emporte devant Tom Pidcock et Derek G.
Derrière, le petit groupe de contre arrive avec Mathieu Van Der Poel. Ils n'auront pas réussi à faire la jonction. Et enfin, le peloton des favoris, pas d'écart malgré les attaques successives de Remco Evenepoel à 75 km de l'arrivée et de Tadej Pogačar très actif dans le final. Voilà, la Visma aurait eu raison des velléités d'Evenepoel et de Pogačar. Primož Roglič s'en sort bien, Primož Roglič qui a été en difficulté un petit peu tout au long de l'étape, voilà, qui ne perd pas de temps. Statu quo entre les favoris, je vous mets le classement général ici, Dericci qui fait son apparition dans le top 10, présent dans l'échappée, il reprend 2 minutes sur les favoris. Un week-end très sportif, l'étape de vendredi était dingue avec un chrono spectaculaire. L'étape de samedi plus calme, marquée par l'effort en solitaire d'Abrahamsen et la deuxième victoire de Biniam Girmay. Et bien aujourd'hui, quelle étape transpirante, très difficile pour tous les coureurs qui vont être ravis de l'étape de repos de demain, je pense. 24 heures pour récupérer avant de reprendre mardi à Orléans. En parlant d'Orléans, étape 10, Orléans-Saint-Amand-de-Montrond, mardi, étape toute plate. Il ne faudra pas s'attendre à beaucoup de choses de cette étape, je pense. Je ne pense pas voir d'échappée en vérité. Il y a une petite bosse dans le final, pas suffisante, je pense, pour éliminer les sprinters. Ça sera un sprint de costaud, de moelleux, les grosses cuisses seront de retour. La première semaine a été plutôt sympathique pour les sprinters puisqu'ils ont pu se disputer 3 étapes. Enfin, l'échappée a eu sa chance aujourd'hui. Et bien mardi, je pense que c'est les sprinters qui vont reprendre la main sur ce Tour de France. Et cette fois, j'attends la victoire de Philipsen. Lui qui a manqué aujourd'hui, c'était mon favori, mais je vous avoue que je ne m'attendais pas à une étape aussi compliquée. Voilà. Et puis mercredi, l'étape Évaux-les-Bains-Le Lioran, étape très intéressante. Quand je vois ce profil-là, je pense que c'est une étape pour baroudeur. Est-ce qu'il y aura des mouvements chez les favoris? Je trouve que le profil ne s'y prête pas, mais sait-on jamais, c'est assez punchy. Remco est très agressif, Pogačar aussi. Vingegaard devrait être en défense sur ce type de parcours, Roglič aussi. Voilà, on a 2 favoris actifs et 2 favoris en défense. Je pense que ça ne bougera pas pour mercredi. Mais si la lumière doit venir de quelqu'un chez les favoris, ça sera ou Remco ou Tadej. Et pour l'échappée, bien écoutez, je pense qu'elle se jouera la victoire au Lioran. Et j'ai envie de miser sur Dericci, qu'on a vu à l'avant aujourd'hui, très en forme. Et ce type de parcours lui convient très bien. Pourquoi ne pas avoir un petit solo dans les 25-30 derniers kilomètres de Dericci? C'est mon favori pour mercredi. Voilà, c'est tout pour moi. On a vu cette trilogie qui était très intéressante. Je vais vous présenter 2 étapes à venir. Mardi pour les sprinters, mercredi pour les baroudeurs. Et bien écoutez, on verra ça ensemble mercredi soir pour débriefer ces étapes 10 et 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous retrouve mercredi. Bonne soirée, ciao.